Bon, Bonjour, ça va Charlie? ça va et toi? Ça va, est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends super bien. Est-ce que tu m'entends bien aussi? J'ai pas mis mes écouteurs, mais ça fait pas d'écho, je crois. Non, ça va bien là, ouais, super. Ça va. Est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous nous entendez bien aussi? Dites-nous en commentaire si l'image, le son est OK pour Ouais. vous. Dites-nous ça. Bonjour, bonjour à tous. Trop bien. Ça me, ça me fait plaisir de te voir, même si c'est Ah oui, par vidéo interposée, mais ça faisait un petit moment, donc ça me fait c'est clair. plaisir. C'est clair. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de te voir. Ça me fait trop plaisir en fait de faire ces lives. J'adore ça et c'est trop cool qu'on le fasse ensemble. Ouais, je pense C'est qu'on trop va bien. rigoler. Ouais, vous êtes nombreux. Ah, trop bien. Salut Léa. Tout le monde dit qu'on nous entend bien. C'est parfait. En plus, vous êtes nombreux et hyper à l'heure. Nickel, C'est trop bien. parfait. Du coup, on vous rappelle le but du jour, clairement, c'est de passer un bon moment ensemble, mais de manière ludique. Du coup, Audrey et moi, on vous a préparé chacune des Des questions sur petites nos questions. thématiques. Voilà, moi pareil. Et j'ai mon petit stylo pour noter Notez qui répond à quoi. qui répond bien, qu'on puisse Exactement. faire compter les points. Voilà, faut que vous soyez au taquet pour répondre et on notera le premier, la première personne qui répond bien dans les commentaires. Exactement, c'est ça. Donc, mettez-vous à un endroit où vous captez bien. Et généralement, du coup, c'est le premier nom qu'on voit et qu'on dit à voix haute qui remporte le point, sachant que selon votre connexion, il est possible que vous vous Ah voyez oui, en premier, mais que nous, on voit quelqu'un d'autre en premier. Donc, c'est le nom qu'on dit qui gagne le point. Ça va? ça marche. On va peut-être se présenter en deux mots pour Oui, au cas où pour par exemple, mes abonnés qui te connaîtraient pas encore et voilà. inversement, je te laisse commencer, Charlie, je C'est moi t'en qui prie. commence. Attends, c'est toi mon invité, vas-y, je t'en prie. Comme tu veux. Donc, moi, c'est Dermat Audrey. Je suis médecin, dermatologue. J'exerce depuis une dizaine d'années maintenant. Et en plus de mon activité médicale, je réalise des vidéos d'information qui sont disponibles sur YouTube. La chaîne s'appelle Dermat Audrey. Ces petites vidéos courtes et ludiques, justement, pour apprendre sur tous les problèmes de peau, les maladies, les soucis un peu du quotidien, pour apprendre comment la peau fonctionne et comment, en fait, en prendre soin. Et donc, associé à ces vidéos, j'ai développé ce compte Instagram. Et puis, finalement, de partenariat en partenariat, je travaille avec Charline, par exemple, pour Dr Good, où on fait pareil de l'information médicale. Et puis, mais ça, pour un Média. autre média que certains d'entre vous connaissent peut-être et qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Ça roule. Vous avez peut-être entendu une petite vibration, je suis désolée. C'est parce que j'ai lancé mon chrono, Top. que sinon je ne fais pas gaffe au temps. Donc comme ça, au moins, de temps en temps, je checkerai. Euh, Merci Audrey pour cette présentation. Moi du coup, je suis Charline, je suis sage-femme. Il n'y a pas beaucoup de suspense avec. On a Le choisi nom, un nom de compte assez clair, je trouve. c'est le plus simple pour tout le monde. Exactement. Et du coup, comme Audrey, moi, mais dans ma pratique à moi, donc je suis actuellement sage-femme libérale. J'ai également une expérience en hospitalier, évidemment pendant les études, mais également depuis mon diplôme. Donc voilà, j'ai touché à pas mal de choses et comme Audrey, du coup, alors moi, j'ai pas de chaîne YouTube pour le moment. Mais je partage beaucoup sur Instagram, sur ce compte-là, charline.sagefemme, et également, je fais partie de l'équipe Dr Good avec Audrey, entre autres. Voilà, mon but, comme Audrey, c'est vraiment de délivrer de l'information claire, de l'information vraie, vérifiée et de manière ludique pour vraiment pouvoir agir dans la prévention, mais de manière sympa. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ce soir, notamment. C'est ça. Et Euh, c'est parti. Alors, qui Passer est-ce sur qui une autre commence? l'une sur l'autre. Oui, on fait une chacune, bien sûr, ouais. Voilà, tu peux ouvrir la danse, je t'en prie. C'est moi qui commence. Alors d'abord, je voulais dire un petit coucou parce que j'ai vu passer plein de noms qu'on connaît. Oui, Coucou Myriam de My Diet Moussier, coucou Tuto Radio, coucou, je sais plus qui j'ai vu passer encore. Il y a Élise des mots de la bouche qui est là, donc voilà, oui, il y c'est a Ellie, adorable. Quelle ouais, équipe il y a quelle équipe de choc. Ouais. Gaëlle aussi. Enfin, ouais, très bien.
Il y a plein de monde, bah, c'est super. Ouais, Donc, ma première question, alors là, voilà, mettez-vous prêts sur le clavier. La première question pour le côté dermato, on commence, c'est quels sont les microbes responsables des verrues plantaires? ouh là là. Alors, je guette dans les Voilà, ouais. commentaires. Vérifier. Je répète, quels sont les microbes responsables des verrues plantaires? Les verrues plantaires, c'est hyper fréquent. Tout le monde, si on n'en a pas déjà eu soi-même, on connaît quelqu'un qui en a eu et tout. Je vois l'herpès. Non, ce n'est pas ça. Ah. Mais, non, herpès monkey, non, l'herpès, ça donne. Ah, je vois une bonne réponse de Eil. Alors, j'arrive pas à bien prononcer. Eilruactl. Désolée si je prononce mal ton pseudo. Effectivement, ce sont les papillomavirus qui donnent les verrues. Papillomavirus, le nom c'est HPV, Human Papillomavirus. Et bon, je précise pas, mais les papillomavirus, il y en a une centaine de numéros qui existent. Tu les connais bien aussi, Charline, parce que ça peut toucher les muqueuses au niveau génital aussi. Ça s'appelle des condylomes dans ce cas-là. Et les papillomavirus qui donnent les verrues plantaires, donc au niveau des pieds, sont les papillomavirus numéro 1, 2, plus rarement les 3. Donc, on va dire les papillomavirus HPV 1 et 2, ils donnent des verrues au niveau des pieds, que ce soit des verrues solitaires, qu'on appelle les myrmécies, c'est quand il y a une grosse verrue, c'est un gros rond, ou les verrues en mosaïque, c'est quand il y a plein de petites verrues les unes à côté des autres. Elles sont pas très profondes, mais ça peut se couvrir une grande surface. Voilà. Super. Donc, Et bien, ça, du coup, c'est très, très fréquent. Et puis, ben, ce sera, voilà, si vous voulez plus d'informations, moi, j'ai fait une vidéo sur les verrues. Et je sais pas, toi, si Charline, tu as déjà fait des contenus sur les HPV au niveau pas génital? encore. Pas C'est dans encore. ma liste. Parce que entre les frottis, les condylomes et tout, de ton côté, il y a beaucoup de choses aussi en Carrément. rapport avec les Ouais, HPV. ouais, ouais, complètement. Complètement, complètement. Et bien, Voilà, du coup, voilà. bravo. À Eilruact, je Oh là là. note ton nom Je pour dis la première question. que HPV. mettez des pseudos faciles comme nous. Qu'on note. Alors, du coup, à moi. À ton tour. Question simple. Donc, préparez, enfin, je pense. S'il n'y a rien à signaler, je parle toujours dans la population générale, évidemment. À partir de quel âge se réalise le premier frottis chez une personne ayant un utérus? Je vous écoute. À partir de quel âge, du coup, est réalisé le premier frottis? Il faut buzzer. Allez, qui sera le premier à répondre? Ah, super, première réponse, 25 ans, effectivement, pour Sam avec un X devant et j'imagine que ça fait un petit cœur derrière. Parfait. Hop, je vais t'appeler Sam. Sam. Bah, ça a été rapide, hein. Vous êtes au taquet. Super. Franchement, bravo. 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 Il y a plein de bonnes réponses. Parfait. Il y a Léa qui nous dit 25 ans aussi. Ouais, vous Mais êtes après, super c'est bonne. sûr que s'il y a que des pros sur ce live, ça sert à rien qu'on pose des questions. Hein. Alors, c'est intéressant, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui a répondu à partir du premier rapport sexuel. Non. Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que finalement, on reste sur l'HPV parce que du coup, le frottis, le but, c'est de dépister. Alors, en fait, il y a deux buts. Le frottis, du coup, c'est une petite brossette. En fait, en réalité, le frottis, c'est la manière dont le laboratoire cherche les cellules, mais on s'en fiche. L'acte en lui-même, c'est une petite brossette qui vient récolter des microcellules de votre col qu'on met dans du liquide et qu'on envoie au laboratoire. Ce laboratoire, à 25 ans, il va chercher s'il y a des cellules qui auraient changé d'aspect, qui nous feraient dire, elles sont pas comme d'habitude, est-ce que ce serait pas des cellules précancéreuses? Quand il est bon à 25 ans, dans tous les cas, on le refait à 26 ans. Quand il est bon à 26 ans, dans tous les cas, on le refait 3 ans plus tard, donc à 29 ans. Mais quand on dépasse 30 ans, les nouvelles recommandations, c'est une fois tous les 5 ans. Mais quand on dépasse 30 ans, ce n'est plus ces cellules qu'on cherche, mais la présence de l'HPV, justement. Des HPV qui peuvent notamment... Oncogènes.
voilà. En fait, on ne cherche pas plutôt l'HPV. C'est pour ça qu'on ne cherche pas juste après le premier rapport sexuel, parce qu'en réalité, 80% d'entre nous rencontrent ce virus un jour dans notre vie. Pour rappel, le préservatif ne protège pas de l'HPV. Donc, du coup, on va, pour beaucoup d'entre nous, le rencontrer et l'éliminer tout seul. Et pour d'autres, on va pas éliminer. Donc, si on cherche chez toutes les personnes qui ont eu leur premier rapport sexuel et On qui va vont... forcément en trouver chez 80% Voilà. des jeunes femmes. Donc, on Et va s'inquiéter. ça me permet de rebondir sur ce que tu disais. Ouais. Effectivement, le préservatif ne protège pas complètement des HPV. Alors, ça paraît toujours bizarre aux gens parce qu'on se dit que l'HPV, il traverse le préservatif, c'est une membrane et tout. Non, non, c'est que les HPV, ils sont présents sur la peau autour. Exactement. Donc, à moins que vous ayez un préservatif corps entier, il y a forcément votre peau qui va toucher l'entrejambe, les cuisses de la personne avec qui vous avez des rapports. Et donc, c'est comme ça que l'HPV se transmet. Il n'est pas présent dans le sperme, en fait, spécialement dans les sécrétions. Il est présent sur la peau, les muqueuses alimentaires. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis encore et après on va avancer parce que je me dis que si on passe 15 minutes par question, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est vachement intéressant. Bah oui. Et également, notamment, par exemple, quand on a ses premières relations sexuelles, on se dit on risque rien tant qu'on n'a pas de rapport avec pénétration. Ce qui est faux. Exact. Parce Voilà, que du coup, il suffit d'être collés l'un à l'autre avec les doigts, d'autres choses. avec la peau, avec n'importe quelle partie du corps, et on peut se transmettre de l'HPV comme ça. Donc c'est tout. On va pas ne se coller à personne de toute notre vie, mais du coup la prévention numéro 1, c'est le vaccin, qui peut être chez les hommes comme chez les femmes. Et ensuite, la prévention numéro 2, c'est le suivi par frottis, qui peut être du coup être réalisé chez votre médecin généraliste s'il fait des suivis gynéco, chez votre gynéco ou chez votre sage-femme. Et même pour les endroits où il y aurait vraiment pas beaucoup de professionnels de santé, les laboratoires d'analyse peuvent le faire aussi. Donc, et on me dit, voilà, HPV, ça signifie quoi? Human Papillomavirus. On a les questions et les réponses en commentaire, vous gérez. Nickel. Merci beaucoup. Super. Et ben du coup, donc ça fait un point chacun, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas le pseudo tout de suite. Troisième question. Je reprends. Combien y a-t-il de nouveaux cas de mélanome, mélanome c'est une forme de cancer de la peau, chaque année en France? Je répète. Alors, c'est pas à 2 cas près, hein. Donc, grosso modo, combien y a-t-il de nouveaux cas de mélanome chaque année en France? Un ordre de grandeur. 3, 100 000, 40 000. C'est moins. C'est moins. Je vous aide. Bonne nouvelle. 20 000. C'est un peu moins. 50 000, c'est moins. C'est moins. Le juste prix. 50 000. Le juste, oui, c'est ça. J'étais l'impression de faire. On a 10 000. 10 000, c'est plus. Ah. 80 000, c'est moins. Ah, tout le monde dit 100 000. Eh ben non, fort heureusement. 10 000, 20 000, on approche. 12 000, c'est un peu plus. 17 000, c'est un peu moins. Moi, j'ai vu un 15 000. Ah, 15 000. Je vois 15 000 par rééducation vestibulaire. Est-ce que tu en avais vu un autre? Écoute, c'est tout. Premier mot dit, c'est rééducation vestibulaire. Sinon, on va faire des... Allez, rééducation vestibulaire Paris. Tu as gagné. C'est effectivement 15 000 cas de mélanome, nouveaux cas de mélanome en France par an. Sachant que je vais pas vous dire de bêtises, mais en 2011, on était plus proche de 10 000 cas par an, alors que là, le dernier chiffre que j'ai, là, 15 000, c'est 2017. Donc, c'est une incidence, donc un nombre de cas nouveaux chaque année qui est vraiment en augmentation très importante. Donc, le mélanome, c'est un des cancers de la peau. C'est vraiment pas le plus fréquent. Hein. Les cancers de la peau, au total, c'est genre 150 000, 300 000 par an, donc il y en a beaucoup plus. Et le mélanome, c'est un qui peut être grave. Donc, c'est pour ça qu'on en parle souvent. Et il y en a quand même 15 000 par an. Et s'il y en avait 10 000 il y a 6 ans et quand même il y en a 15 000, on peut s'imaginer qu'il va y en avoir encore plus. Donc, ça veut dire protégez-vous encore plus du soleil parce que c'est le principal facteur de risque. Voilà, voilà. Merci Audrey. Donc, on a le deuxième point pour rééducation vestibulaire. Je note. À ton tour. Alors, moi j'avoue j'ai fait des questions simples. Petite question
Grossesse. Ça paraît simpliste, mais franchement, je ne sais pas si vous êtes capable de répondre. Donc, du coup, quel est le nom complet de la préparation à la naissance? En réalité, on dit que c'est de la préparation à la naissance et alors, quel est le nom complet de la préparation à la naissance? C'est de la préparation à la naissance et complétez ma phrase. Bah, moi, je sais pas. Ah bah tu vois. Mais on dit Je tellement sais pas, souvent je de la sais prépa pas. à la naissance et pourtant le deuxième mot est hyper important. Et à la lecture, Même moi, je croyais que tout c'était à fait. Bah oui, préparation à c'est une l'accouchement. personne qui répond. Alors que Ouais, tout à ça, fait. à la parentalité, c'est ça? Exactement. À la parentalité. Du coup, bravo D'accord. pour l'idée à sage-femme, clairement, qui est avantagée, hein, genre. Mais c'est pas la seule à avoir répondu correctement. Juste après, alors on avait à la maternité, non, on englobe vraiment la parentalité. Il y avait aussi Juliette in the box qui le dit. Et en soi, effectivement, faire ma maman en disant postpartum, c'est ça, c'est le côté, effectivement, on ne se prépare pas Après. que à la naissance. On se prépare, oui, au postpartum, mais pas que finalement. On se prépare juste à la parentalité au sens large. Qu'est-ce que c'est de devenir parent? Et en fait, la préparation à la naissance, au-delà d'apprendre des choses théoriques, ou pour rappel, il y a également de la préparation à la naissance pratique. On peut prendre du temps pour soi en tant que future mère ou en tant que futur couple parental pour bien vivre cette grossesse, mais aussi ça permet de se donner ce temps en couple, quand on peut le faire en couple, pour parler de la grossesse, de l'après, et donc forcément de se donner ce temps pendant la grossesse, ce temps de pause dans cette vie qui va si vite. Euh, Forcément que ça aide aussi à la parentalité parce que combien de fois franchement on prend le temps de parler avec son conjoint de bah et toi t'imagines comment on s'organise pour Le les fait nuits, comment on d'accueillir un s'organise les bébé, week-ends. ouais, dans sa vie. Voilà, de vraiment poser les choses avec une tierce personne. Donc voilà, donc du coup, on parle de préparation à la naissance et à la parentalité. Et je vois dans Bravo. les commentaires préparation aux nuits. Ouais, bon courage. Je suis obligée de vous dire que aucune préparation n'est suffisamment efficace pour ça. Donc du coup, Alors, bravo, Olivia Sacham. Pour le moment, toutes les personnes qui ont répondu sont pas du tout. on en est où? On en est à la sixième question, enfin la troisième question dermato. Ouais. Euh, donc, à quoi sont dues les pellicules dans les cheveux? Est-ce que quelqu'un sait À quoi ça pourquoi fait? certaines personnes ont des pellicules, d'autres non? Parfois ça gratte. On a encore des réponses sur la préparation à la naissance à supporter un enfant qui crie. Ah, alors ici, moi, j'ai quelqu'un qui dit excès de sébum. Alors, c'est une des causes, effectivement, mais c'est pas. On peut avoir les cheveux très très gras et c'est pas ça qui donne les pellicules. Ah, grand-mère feuillage, bravo, Malacésia. C'est une levure, c'est un champignon qui se développe effectivement dans le sébum et qui donne ces pellicules. Donc bravo, grand-mère feuillage. Je note, je note. Trop bien. Qui a trouvé. Alors c'est peut-être une personne qui avait regardé déjà la vidéo que j'avais faite sur la dermite séborrhéique, les pellicules. Donc voilà. Quelqu'un qui était déjà au top sur les pellicules. Et bravo, tu as trouvé la solution. Donc c'est pas la Ouais. sécheresse, c'est plutôt justement quand le cuir chevelu est gras, il y a une levure qui arrive bien à se développer dedans, elle aime bien être dans le sébum. Et puis quand chez certaines personnes ou bien quand on est fatigué, etc. Bah, notre système immunitaire se défend moins bien contre cette levure et ça fait de l'inflammation. Voilà. Est-ce qu'on peut en guérir? Il y a Juliette qui dit elles sont vachement plus dures tes questions. Je suis désolée. En fait, ceux qui sont avantagés, c'est ceux qui ont déjà vu les vidéos parce que c'est que des c'est que des réponses qui sont dedans. Mais après, c'est de la culture générale. C'est Ah pas. oui, Voilà. Je me suis dit les pellicules, c'est un sujet que tout le monde connaît et on se dit pourquoi est-ce qu'on a ça? complètement. Et oui, c'est ce que je disais à Docteur Isa quand il me parlait des pellicules dans son live. Oui. Voilà, voilà. Super. Et bien, du coup, bravo. On est toujours à un partout. Un partout Toutes pour les personnes l'instant. qui ont répondu. Euh, À hop. ton tour, Charline. Alors, je réfléchis dans quel ordre j'ai envie de poursuivre. Allez, je vais rester sur ce que je viens de dire sur la prépa à la naissance et à la parentalité.
Euh, Selon vous, est-ce que la préparation à la naissance et à la parentalité est obligatoire? Est-ce que c'est un examen obligatoire à faire? Par exemple, quand on attend un premier enfant, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Quelqu'un qui demande, il est où, docteur Isa? Bah, c'est vrai, ça, il est où? Chez lui, peut-être. Je sais pas, oui, j'ai vu cette heure, il est peut-être chez lui. Ou peut-être il Alors, est encore dans son labo en train de découper des trucs. franchement. Alors, j'ai une première bonne réponse de Julie Wiedemann qui me dit non, effectivement, ce n'est pas obligatoire. Vous êtes libre d'en faire ou pas. Vous êtes libre, c'est clairement recommandé, mais chacun fait ce qu'il veut sans problème. Euh, alors, il y a quelqu'un qui dit oui, c'est noté sur le papier de la Sécu. En fait, c'est noté sur le papier de la Sécu parce que c'est pris en charge si vous en faites. Ce qui veut dire que vous avez le droit de faire un entretien avec une sage-femme à l'hôpital ou en ville, plus 7 cours de préparation à la naissance, comme vous voulez, théorique, donc pour apprendre des choses, ou pratique, comme on a dit tout à l'heure, faire de la sophro, faire du yoga, faire de la préparation à la naissance en piscine, pour prendre du temps pour vous et avoir des clés pour bien vivre votre stress de l'accouchement, du postpartum, et tout ça. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ben, encore une fois, ça permet aussi C'est de sans faire. doute conseillé, ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande si c'est la PMI qui fait la prépa. Non, la PMI ne fait pas la préparation à la naissance. Encore une fois, ça dépend vraiment toujours des régions. Peut-être que dans certaines régions, les sages-femmes de PMI Faut font de la coordonner. prépa ou par exemple se déplacent dans certaines familles et proposent des cours de prépa, mais globalement c'est la PMI, elle va plus avoir un rôle de suivi de grossesse. Alice, quel stress, je vois de quoi tu parles. D'ailleurs, bonsoir Alice. Donc voilà, donc non, ce n'est pas obligatoire, mais sachez que même si vous attendez votre 15e enfant, vous avez le droit de bénéficier de ces 7 séances prises en charge pour prendre du temps pour vous. J'y penserai pour ma 15e grossesse. Bah oui, tu m'appelleras. Ça marche. J'aimerais bien, effectivement. Donc, on passe à ma question. Les gens vont dire qu'elle est plus dure. Mais les gens vont dire qu'elle est plus dure comme question. Mais Ah oui, en même temps, quel, moi, je peux euh, vous répondre, c'est très simple. Donc, quel pourcentage, à peu près, hein, de la population est porteuse d'herpès, les virus de l'herpès, qui donnent herpès confondu? tout herpès confondu, les Très bien. boutons de fièvre, les herpès génitaux, les herpès dans le nez. Donc, quand je dis herpès, c'est les HSV 1 et 2. Donc, quel pourcentage de la population a déjà rencontré ces virus-là et on est donc porteur? 72%, je vois. 40%. C'est plus. C'est plus. 80%. 80, voilà. 80%. FIB J246, tu as trouvé la bonne réponse. Effectivement, il y a à peu près 80% de la population qui a déjà rencontré ces virus-là, qui en est porteur. Et le plus souvent, les gens sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on peut être porteur d'herpès, mais ne jamais avoir eu de bouton de fièvre qui sort. Et bon, bah, le virus reste dans le corps. Tout à fait. Par contre, si vous avez déjà eu, je rebondis sur ma spé, si vous avez déjà eu de l'herpès génital, pour le coup, c'est important de le signaler quand vous êtes enceinte pour votre suivi de grossesse, parce qu'on va vraiment faire attention que vous ne fassiez pas d'herpès génital pendant votre grossesse. Si vous avez l'impression, parce que surtout la première crise, elle est très flagrante, mais parfois les suivantes, elles Les sont moins flagrantes. récurrences, moins. Voilà. Donc, si vous avez un doute sur une récurrence Récurrence justement d'herpès, d'herpès faut le génital, signaler. c'est hyper important d'aller consulter assez rapidement pour prendre un traitement parce que si vous avez une charge du virus assez importante et au moment de l'accouchement, eh bien on ne peut pas accoucher voix basse. Donc si vous avez déjà fait de l'herpès génital, faites attention. Dites-le. Voilà. Ok. La différence entre herpès et mycose, Zimo Mamoun, je t'invite à regarder sur YouTube. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, une sur l'herpès, une sur les mycoses, donc qui s'appellent les candidoses au niveau génital, et tu auras toutes les réponses dessus. L'herpès, voilà, c'est un virus, les mycoses, c'est des champignons, donc ça donne des signes différents et la cause est différente. Exactement. La Voilà, voilà. cause est différente. Euh, du coup, ils sont À ton déjà. tour, Charlie. Pardon? À ton tour alors, Charlie. Oui, à mon tour. Euh, alors, jusqu'... Alors,
partir de quel âge peut-on aller consulter une sage-femme? À partir de quel âge peut-on aller consulter une sage-femme? Alors, tout à fait. Le risque voix basse, c'est l'herpès néonatal, tout à fait. À partir de 15, 10 ans. Alors, pourquoi 10 15. ans, on s'approche? 16, ça va monter 17. Non, c'est moins. Il n'y a pas d'âge minimum. En fait, il y a deux réponses à cette question. Myriam, 30 ans, 20 ans, mais bien sûr que non. 60 ans, moi je dis 60 ans. Dis 60 ans à partir. On n'aurait pas beaucoup de patients. Enfin, quoique l'âge moyen de la population augmente. Bon, allez, je vais donner le point à Alice qui dit pas d'âge minimum, même si. Alors, en gros, il n'y a pas d'âge minimum. C'est-à-dire que à partir du moment où une femme rentre dans une femme ou toute personne ayant un utérus, partez du principe que j'ai un discours inclusif, mais le mot femme arrive plus rapidement. Toute personne ayant un utérus, une vulve, etc. À partir du moment où cette personne a ses premières règles, Ah, elle peut... dans les Ah bah, réponses, j'ai Jonah TPL qui dit début des règles. c'est ça. Et ben du coup, à partir du moment où vous avez un cycle hormonal, vous rentrez dans votre vie hormonale, j'ai envie de dire, vous pouvez aller voir une sage-femme pour parler des règles, pour parler du cycle, etc. Allez faire une consultation avec une sage-femme. Donc, en gros, c'est pour faire une consultation gynéco, c'est pas pour faire une consultation de grossesse. Ça peut être juste pour poser des questions, au même titre qu'on pourrait aller voir son généraliste ou sa gynéco pour poser ces questions-là. Donc, ça peut très bien être un ou une sage-femme juste pour en parler. Il n'y a pas d'âge minimum. C'est vrai que souvent, on va rarement voir des personnes de moins de 11 ans parce que 11 ans, du coup, c'est le début du vaccin contre le cancer du col. Et du coup, ça peut être une première rencontre, même si c'est souvent les généralistes qui prennent en charge. Ouais, parce que ou les dermatos. C'est vrai que moi, je vois pas mal de jeunes filles pour l'acné, en fait. Et je me mets toujours un petit rappel. C'est le moment d'évoquer, en tout cas, ce sujet-là du vaccin. Parce que, il y a certains parents qui sont pas forcément pour les vaccins et tout. Et je pense plus il y a de professionnels de santé qui leur ont dit ce serait bien, etc. Exactement. Plus il y a de chances que les jeunes bénéficient de ce vaccin. Tout à fait. Et donc, pour rappel, on l'a dit tout à l'heure, ce vaccin peut être pour tous les sexes et tous les genres. Voilà. Et pour la personne qui dit ça fait 3 ans que j'ai mes règles, mais je ne veux pas aller voir une sage-femme, j'ai honte. Honte de quoi? Honte de quoi? Alors, première chose, encore une fois, première consultation, ça veut pas dire se déshabiller, ça veut juste dire parler. Et après, si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas besoin de venir en discuter. L'examen physique est pas obligatoire, Exactement. que ce soit chez la sage-femme, chez le gynéco, chez n'importe quel médecin. On vous propose, bien entendu, de regarder, de vérifier si tout est normal, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça les rassure qu'on regarde aussi. Et puis, ne vous prenez pas la tête si vous n'êtes pas épilé, si vous avez un string bizarre ce jour-là et tout ça. Tout ça, on s'en fiche, mais complètement. Nous, notre but, c'est juste de vous examiner, de vous rassurer si tout va bien, de vous aider si on trouve des choses qui sont anormales. Donc, il faut vraiment pas avoir honte. Tout le monde a des organes, tout le monde a des poils, tout le monde a un sexe qui peut être un peu asymétrique, qui peut être un peu différent, un peu pigmenté par endroits. Ne vous prenez pas la tête. On ne voit pas votre morphologie, les plis de votre corps, les poils, la couleur de votre peau, les blessures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier est-ce que c'est physiologique ou pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Mais voilà, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont honte d'aller faire un examen, et c'est vrai que on est dans deux spécialités où on est face à la pudeur des gens, et c'est rassurant justement de savoir qu'on n'est pas obligé de se déshabiller au premier examen. Faites connaissance. On est quand même, je le rappelle, dans un pays où la santé est remboursée. Si vous le sentez pas, c'est tout. Vous n'avez pas signé de contrat avec votre soignant. Si vous le sentez pas, vous ne vous êtes pas déshabillé et ce sera pas ce soignant-là qui fera votre suivi. C'est tout. Vous aurez perdu quelques minutes dans votre vie. Voilà.
au risque de trouver le bon soignant qui vous correspond. Oui. Alors, où on en était? C'était à toi ou à moi? Je sais Non, c'est à plus. toi, moi je viens C'est à moi. de... Oui. Alors, quand on a du psoriasis sur le cuir chevelu, est-ce que ça fait tomber les cheveux? Donc, le psoriasis, c'est une maladie qui fait des plaques rouges avec beaucoup de peau morte par-dessus. C'est très fréquent au niveau du cuir chevelu. Ma question, c'est est-ce que quelqu'un sait si les plaques de psoriasis, les cheveux tombent à travers? Est-ce que directement, Daria dit non. Effectivement, la réponse c'est non. Le psoriasis n'est pas alopéciant. C'est-à-dire que la plaque touche la peau du cuir chevelu, mais les cheveux poussent à travers et il n'y a pas d'atteinte au niveau de la racine. Tout le monde dit non, tout le monde a la bonne réponse. Il n'y a pas d'atteinte de la racine des cheveux dans le psoriasis. Donc à moins de se gratter férocement, d'arracher des bouts de peau. Ouais, c'est ce que j'allais dire peut-être avec... Voilà, mais ça gratte que dans un tiers des cas, hein, grosso modo. La plupart du temps, le pso, ça gratte. D'accord. Il n'y a pas de raison de s'arracher la tête. Alors non, Eh mais bien, pas bravo toutes les à bulbes. toutes les bonnes Non, réponses. ça concerne pas le bulbe. Bravo, bravo. Alors, bah moi, du J'ai coup, pas noté la première personne. Je vais noter pendant ce temps la moi, première je personne. l'ai noté. Vas-y, C'est vas-y. Daria ZRG. Super. Pour le moment, vous êtes tous à égalité, hein, les personnes qui ont répondu. Donc, Ouais. rien n'est gagné, rien n'est perdu. Chacun a ses chances, hein. Là, on en est à qui va marquer 2 points. Du coup, alors bah moi je continue dans la lancée de la question qu'on vient de poser. J'aime bien les questions à partir de quel âge parce que je trouve que Comme ça, on sait si on est concerné ou pas. Exactement. Vraiment. Exactement. Et je trouve que dans la population, il y a souvent ça, c'est bah oui, mais en fait, je ne savais pas que je devais ou que je pouvais aller consulter, et je me sens un peu en fait perdue dans mon parcours de soins. Et c'est vrai qu'on peut pas le Complètement. deviner. Donc du coup, j'aime bien ces questions à partir de quel âge ou jusque quand. Du coup, je reste sur à partir de quel âge. Donc là, on vient de dire à partir de quel âge on peut aller voir une sage-femme. On a dit qu'on n'était pas obligé de faire un examen clinique dans un premier temps, mais justement, à partir de quel âge il devient quand même très nécessaire de faire un premier examen gynécologique complet. Par premier examen gynécologique complet, j'entends, en attendant que vous répondiez, j'entends du coup, donc, non, ce n'est pas 15 ans, l'examen mammaire, palpation abdominale, on regarde la vulve, on regarde avec le spéculum la muqueuse, le col de l'utérus. Non, pas 15 ans, ni le premier rapport, ni 16 ans. Non, c'est pas obligatoire à ce moment-là. 25 ans pour grand-mère. Tout à fait. 25 ans. Pourquoi? Parce qu'à partir Elle est de 20... trop forte, grand-mère feuillage. Et ben du coup, grand-mère feuillage, tu prends la tête, hein. Alors, à partir de 25 ans, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'âge du premier frottis. Si et seulement si vous avez déjà eu des rapports sexuels, et par rapport sexuel, je rappelle, on ne parle pas forcément de pénétration. À partir du moment où vous avez eu un contact organes génitaux face à autre chose, un autre corps, c'est intéressant de faire un frottis. Et idem, du coup, au niveau de l'examen mammaire, c'est à partir de 25 ans. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé de faire un examen clinique avant. Il est vrai que quand vous avez une vie sexuelle active, on va plutôt vous conseiller de faire un premier examen plus tôt, mais en gros, vous le faites aussi quand vous le sentez, sans pression. Voilà. C'est parfait. Bravo, vous n'êtes pas nombreux à avoir donné la bonne réponse. Bravo. Ouais, c'est pas évident en fait, hein, les recommandations. Bah oui, non mais et puis c'est vrai que parfois elles changent aussi, donc En plus, ouais. Donc, grand-mère feuillage est très fière. Tu peux. En plus, grand-mère feuillage, je sais que, alors je sais pas si tu es abonnée à Charline, tu t'es déjà abonnée à Charline, mais je sais qu'elle est parmi mes abonnés. Donc ça veut dire que j'ai une bonne team. Bravo. Bah, moi, j'avoue que ça me dit rien. Je ne sais pas, grand-mère feuillage, si on se connaissait avant ce soir. Donc moi, j'ai une petite question. Allez. Pour quel compte de culture générale réalisons-nous, Charline et moi, entre autres, des vidéos sur TikTok? Est-ce que vous savez? Car nous sommes également sur TikTok avec une chouette team. Avec une chouette team, on fait des petites vidéos rigolotes où on essaye d'apprendre. Alors, c'est surtout destiné à un public jeune, donc c'est des vidéos très dynamiques. Curly à... Non, c'est pas Curly. Curieux. Bravo. Bravo, Jeunesse TPL, c'est Curieux, donc Curieux Live. Curly, on n'était pas loin, mais Curly, c'est les biscuits apéro.
Donc, effectivement, c'est pour Curieux Live sur TikTok. Il y avait fans de pompiers qui savaient aussi ce kilogramme. En fait, vous étiez tous déjà au courant, mais c'était l'occasion de vous le rappeler. Ils ont fait des petites vidéos rigolotes. Ouais. Et ouais. Donc, dont une, Charline, qui a fait un buzz énorme. On a... Et comme C'était t'arrêtes sur pas de peut-on, c'était peut-on tomber enceinte quand il n'y a pas d'éjaculation? l'éjaculation. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ça fait pas partie de mes questions du jour, j'avoue, j'aurais pu la poser. Et ouais, ouais, là, il y en a qui vont, d'autres sympas, je crois, qui vont sortir aujourd'hui. D'ailleurs, enfin, dans les jours qui Ah, arrivent, pardon, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait une super boucle également. oui. Bravo. On a fait deux vidéos rigolotes sur l'hygiène avec Jérémy de The TikTok Doc. Donc avec une première, une forme de test en fait. Pouvez-vous savoir si vous êtes propre? On fait un petit test avec l'oreille et puis ensuite un peu les conséquences de l'hygiène. Et elle est vraiment très très rigolote. Ouais, Donc j'invite tous ceux là après le live ou même enfin, si vous voulez changer un peu, regardez sur TikTok le compte de Curieux. Vous trouverez les vidéos que je fais, celles de Charline, n'hésitez pas. c'est ça. Donc, pouvez-vous réexpliquer le concept live? C'est un quiz avec des questions. Donc, vous pouvez répondre en commentaire en direct. Voilà. Donc, à ton tour. Alors, il y a quelqu'un qui demande si c'est tous les jours qu'on fait ce genre de live. Non, désolée. Donc, profitez. À mon tour. Allez, on reste. Je suis vraiment aujourd'hui, je crois que mon thème à moi, c'est à partir de quel âge ou jusqu'à quel âge. Hein. Je le dis, j'étais très inspirée. On continue sur les âges. Du coup, jusqu'à quel âge, encore une fois, dans la population générale, quand il n'y a rien à signaler, salut Sabrina, le dépistage organisé par mammographie, donc jusqu'à quel âge? C'est pas l'âge du début du dépistage organisé, mais c'est à quel âge ce dépistage organisé par mammographie dans la population générale s'arrête. C'est clair? Je sais pas si ma phrase est claire. 70 ans? Non. 50 ans? Non. 50 ans, c'est l'âge du début. 80 ans? Non. J'essaye de tricher, tu Oui, sais, ouais, de dire aux gens. mais là, je parle de l'âge de la fin. Ah, on y est presque. Ah, 75. je l'ai vu passer. Pas 64, c'est pas exact. Je veux le chiffre exact. J'ai vu passer la bonne réponse. C'est John 131. 60, non. C'est plus longtemps que ça. 120 C'est John ans. 131. Écoute, C'est la bonne réponse. Élise, je pense qu'à 120 ans, on t'embêtera plus avec des mammos. Hein. Tu dis, John 131 a la bonne réponse. Il a dit c'est tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Il est au top. C'est parfait. Par contre, j'ai pas compris le nom du John 131. Et je me demande si j'ai pas oublié un point à Jonah PLP. John ATPL. Ouais, c'était 1 ou 2 points? C'était le premier point là. Ah, il y a eu 1 point. Oui, je veux dire, il y a 1 point de question. Il y a pas de point. Donc on est d'accord que pour le moment c'est toujours Grand-mère Feuillage qui. Grand-mère Feuillage qui a ses 2 points. Tout Exactement. à fait. Mais John 131, il a l'air de s'y connaître là. Carrément. Donc oui, donc effectivement, le dépistage organisé pour la population générale, sans antécédents, sans rien, sans aucune particularité, que ce soit familiaux ou à l'examen clinique, vous recevez tous les 2 ans, à partir de 50 ans, une invitation à faire une mammographie qui sera prise en charge à 100%. Voilà. Et là, d'un coup, je suis en train de me dire que j'ai fait un post sur le sujet et j'ai déjà oublié le pourcentage. Mais je pense, je pense qu'il y a 10% de cancers qui sont des cancers du sein qui sont diagnostiqués à un stade très avancé. 10%, c'est énorme. Le cancer du sein, on guérit super. On peut le traiter. Quand il est pris en charge de manière très précoce, le taux de réussite, il peut être quand même à 99%. Donc, palpez-vous. Allez faire votre consultation à partir de 25 ans tous les ans et à partir de 50 ans, on fait maman. Parfait. Voilà. À toi, Audrey. On change je reste un peu dans les cheveux. Combien a-t-on de cheveux sous la tête? Eh bien, toi ou moi?
On a à peu près le même nombre. Qui veut Parce qu'on a tenter? autant de trous de porc. Attends, Toi, je vais, ils sont frisés, donc ils occupent un je vais volume qui est tenter. plus important. Mais oui. Oui, Donc, mais combien quand même, a-t-on de cheveux en moyenne sur la tête? 1000. Non, beaucoup plus. bon, c'est plus. 50 000, c'est plus. Ouh là Moi, je, là, beaucoup. Donc là, vous avez juste le temps de compter vos cheveux, un par un. moi, je sais. Allez-y. Alors, j'ai une bonne réponse. J'ai 100 000. Effectivement, on a 100 000 à 150 000 cheveux. Donc, nous, on n'a pas 1 million de cheveux sur la tête. Donc, j'ai Camélia Ourad qui a mis 100 000. Et je considère que c'est une bonne réponse. On a 100 000 à 150 000 cheveux sur la tête. Et pour info, on en perd entre 50 et 150 par jour. Donc, ça veut dire on perd 1 pour 1000 de nos cheveux chaque jour. Ils tombent et il y en a qui se renouvellent chaque jour. Voilà, voilà. Très bien. Qu'on ait les cheveux lisses ou frisés, Oui. on a grosso modo le même nombre de cheveux. C'est juste une histoire de texture de cheveux. Oui, Vu le nombre que j'en perds, il m'en reste encore. Et oui, voilà. on a de la marge. Super. Eh bien, bravo, bravo. Toujours en tête grand-mère feuillage. Mais en tout cas, c'est trop cool parce que vous êtes tous super réactifs et Mais oui, c'est trop cool. J'adore. Alors, je regarde le temps. On est bon, on gère. c'est bon. Euh, alors, À ton tour. dernière question sur l'âge. Après, il restera 2 questions et c'est bon, j'ai arrêté. Jusque quel âge? C'est parce que, en fait, c'est vraiment des questions que j'entends tous les jours, hein, c'est pour ça que je les Mais oui. pose. Jusque quel âge peut-on faire de la rééducation périnéale? Donc, jusque quel âge, quel est l'âge limite où on arrête de faire de la rééducation périnéale? Bah, ça se voit où tu nous dis bonne soirée. Ouais, c'est ça. Il y a Princesse Périnée qui dit, bon, bah, c'est bon, ça, c'est mon sujet. À bientôt. Il y a Asmotif qui est là. Ah, alors j'ai avis par médecine Studigram, tout à fait. Oui. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est tout à fait vrai. Et malheureux, oui, alors là pour le coup, Elise, tu as raison, 120. J'ai l'impression que le 120 des mots de la bouche, c'est un peu la mer Noire pour ceux qui connaissent. On finira par passer. 120. Combien de pourcents? 120. 120. La main noire. Effectivement, pas de limite d'âge. Mais tous les jours, j'entends ah donc on n'est pas obligé de le faire que dans l'après-grossesse. Ben non, en fait, si vous avez mal au genou, vous allez voir un kiné quand vous avez mal au genou. Quand votre périnée est défaillant, eh bien, vous allez voir quelqu'un pour rééduquer votre périnée. Et du coup, les personnes qui peuvent rééduquer votre périnée. Si vous êtes une femme et que vous avez déjà eu des enfants, ça peut être au choix kiné ou sage-femme. Si vous êtes enfant, si vous n'avez jamais, peu importe votre sexe, si vous êtes une femme sans avoir jamais eu d'enfant ou si vous êtes un homme, dans ces cas-là, dans tous les cas, ce sont les kinés qui prennent en charge la rééducation du périnée, car le périnée, tout le monde en a au même titre que tout le monde a des abdos, tout le monde a des muscles qui ferment l'entrejambe. Voilà, voilà. Très bien, c'est noté. Alors, c'est à mon tour. On va parler d'acné. Si on a un bouton d'acné, un bouton inflammatoire, là, le gros bouton rouge qu'on sent là qui est en train de pousser. Donc ça, c'est une question à choix multiple. Qu'est-ce qu'il vaut mieux appliquer dessus? J'ai un gros bouton d'acné rouge qui va pousser. Est-ce qu'il faut mieux que j'applique? Donc attendez qu'il y ait les 4 réponses pour commenter. Est-ce qu'il vaut mieux que j'applique du citron, du dentifrice? Qu'est-ce que j'ai mis? De l'argile verte ou de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, il y a déjà une bonne réponse de Océane, presque avant que je dise les Oui, 4 réponses. très rapide. Effectivement, l'huile essentielle de tea tree, alors ça s'écrit pas comme ça parce que c'est tea comme le thé en anglais, l'arbre à thé, mais c'est ça. L'huile essentielle de tea tree, c'est une sorte d'antiseptique naturel, c'est très concentré, mais on peut en mettre une goutte pure sur un bouton qui est très inflammatoire. C'est bien actif pour l'aider à se résorber. Donc pas Eh de ben, je citron, suis trop contente que tu le dises parce pas que d'argile. je valide.
Pas de dentifrice, ce genre de choses. Donc ça, les mots de la bouche, voilà, pas de dentifrice sur le... Et, oui, je vais poser une question du coup. Et est-ce que genre mettre juste, par exemple, un antiseptique, est-ce que c'est une bonne idée? Un antiseptique, ça dépend lequel. Si on met de l'alcool, par exemple, c'est un petit peu Ouais. corrosif et ça risque de finalement de faire une sorte de croûte. C'est pas une très Ouais. bonne idée. Je vois des blagues là qui défilent. Pardon, je me fais déconcentrer. Oui. Donc l'antiseptique, c'est pas terrible. La chlorhexidine non plus. Ce qu'on peut utiliser sinon, c'est un antiseptique particulier qui s'appelle du peroxyde de benzoyle. D'accord. C'est un peroxyde qui est sous forme de médicament en fait. C'est un peu comme de l'eau oxygénée, on va dire. Et donc celui-là, il est actif aussi sur les bactéries qui sont responsables des boutons d'acné. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir d'acné? Oui, c'est juste une grande chance. Euh, J'allais dire, bénis le ciel et c'est tout. c'est clair. Ne dis pas trop fort, tu vas te faire des Ouais, amis. c'est ça. Et puis ça peut arriver à tout âge, hein, donc Oui. ouais. Donc non, pas de C'est vrai. daquin, pas de biseptine, ça va pas trop marcher. Ok. Non, mais c'est intéressant. Mais alors, du coup, si finalement ton bouton, tu l'as percé, Mm. tu mets pas non plus d'antiseptique? Bah, en fait, normalement, il faut pas les percer. Oui, Quand mais ils sont en vrai. juste rouges, Quand ils sont juste rouges, faut absolument pas y toucher parce que on va les presser, on va faire diffuser l'infection en profondeur. Par contre, quand il y a un bouton blanc, donc avec du pus qui est vraiment visible, là, juste en grattant un petit peu ou en appuyant un peu, en général, il sort spontanément. Honnêtement, le fait de désinfecter la plaie, ça va pas changer grand-chose à l'évolution. On peut le faire. Je pense que c'est pas mauvais de mettre un peu de biseptine sur un gros bouton, mais ça va pas changer grand-chose à Ouais. Ah, l'évolution non, puisqu'en là, fait l'infection elle est dedans. ouais. C'est assez profond, mais Ok. Ici, on a un cours sur le daquin en commentaire. le Daquin, c'est un antiseptique chloré, un peu comme c'est comme de l'eau de javel assez diluée. Ça tue tout, effectivement. Ça tue le coronavirus aussi. Eh bien, très bien. Merci pour cette question sur l'arbre à thé. Enfin, sur l'acné et l'arbre à thé. Euh, alors, on continue. Ah là là, il reste déjà plus que deux questions, mais en même temps, c'est bien parce que ça fait déjà 45 minutes un peu passées. Euh, alors, quelle est la contraception la plus utilisée au monde? Quel est le moyen de contraception le plus utilisé par le plus de personnes au monde? L'abstinence. Ah bah c'est certain. D'ailleurs, quand on voit le nombre de personnes qu'il y a sur cette terre, c'est vraiment le moyen le plus efficace. Non, ce n'est pas la pilule. Non, ce n'est pas les préservatifs. Ah, Non, ce n'est pas la pilule. Alors, vous savez que cette question, je la pose hyper souvent. Parfois, je fais des quiz en story. Non, ce n'est toujours pas le préservatif. Non, non, non. j'ai Et une petite idée, mais moi je peux pas participer. ouais, à chaque fois, je la pose, à chaque fois, ça surprend. Non, voilà. Imaginez vraiment, vous prenez tous les pays du monde. Un indice, essayez de vous dire quels sont les pays les plus peuplés au monde. Et du coup, ces pays-là, vers quel type de contraception ils pourraient se tourner? Non, c'est pas le DU ni le calcul de cycle. Ah, j'ai grand-mère Feuillage qui a la bonne réponse. Bravo, Elle grand-mère est trop Feuillage. Effectivement, c'est la stérilisation, que ce soit féminine ou masculine. C'est vraiment la contraception la plus utilisée. De tête, parce que j'avais fait un post sur le sujet, mais j'avoue que j'ai pas noté les pourcentages. Là, je m'emballe à d'un coup vouloir rentrer dans les précisions que je n'ai pas notées. Mais de tête, aux États-Unis, on est à plus de 30%. Je me demande si on n'est pas à 37% de la population. Et même chez les hommes, c'est assez répandu. On est facilement à 10% des hommes qui font une vasectomie. On en est loin, loin, d'accord. loin en France. C'est clair, Mais c'est pas du tout dans les mœurs en France. exactement. Alors que aux États-Unis, en Chine et au Brésil, c'est vraiment un moyen de contraception qui est extrêmement utilisé. Et c'est pour ça que je vous disais les pays très peuplés. En Évidemment, fait, une fois que les gens ont eu le nombre d'enfants qui souhaitaient, finalement, ils font une opération de stérilisation, c'est ça? pardon, excuse-moi, je lisais les commentaires en même temps. Pardon. Je disais, une fois qu'ils ont eu, par exemple, ils souhaitaient avoir 2 enfants, une fois qu'ils ont Ouais. eu leurs 2 enfants, ils se font opérer, quoi. Oui, 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 ou même ceux qui ne souhaitent ne jamais en avoir.
Oui, aussi. Ils peuvent aussi. Et du coup, il y a, je pense, Mathilde Sudigram qui disait, mais est-ce que c'est une méthode de contraception vu que c'est définitif? Bah oui, en fait, à partir du moment où c'est une méthode qui permet de De ne ne pas pas avoir avoir d'enfant, d'enfant. c'est un moyen contraceptif. La vasectomie, c'est définitif, point d'interrogation. Alors, en fait, il faut considérer que la vasectomie et la ligature des trompes sont des opérations définitives. En réalité, en théorie, ce sont des opérations qui peuvent être, dans certains cas, réversibles, mais en fait, rien ne vous dit que ça fonctionnera. Donc, ne pas, enfin, si c'est Ouais, ne comptez pas là-dessus. voilà, ne partez pas là-dessus, c'est ça. Si on propose de congé des spermatozoïdes avant une vasectomie, mais ne vous dites pas, ah, au pire, je reviendrai sur ma décision, parce que vous risquez d'être sacrément déçu du résultat. Voilà, voilà. Donc, du coup, bravo pour Grand-mère Feuillage qui prend sacrément de l'avance. Alors, c'est à mon tour. Alors, moi, j'ai une question technique, là, une question précise. On va parler encore d'acné, on va parler de l'isotrétinoïne. C'est un médicament que beaucoup de gens connaissent, pardon. C'est un médicament pour l'acné sévère. L'isotrétinoïne, c'est ce qu'on appelait avant le Roaccutane. C'est un médicament dont on nous parle souvent, les patients nous parlent souvent lors des consultations. Il nécessite d'avoir une contraception efficace. Regarde Donc, parce que je on vois parle les des contraceptions. Sinon, pour tir à blanc. C'est vasectomie. exactement ça. J'ai fait Effectivement. un post sur la vasectomie et effectivement, il y a Juju la Juju qui avait fait une vidéo. Je vous les partagerai après en story parce que non, il ne tire pas à blanc. Je suis désolée. Vas-y Audrey, je t'ai coupé. Donc, pour revenir à l'acné, donc l'isotrétinoïne, c'est un traitement qui se fait sur plusieurs mois. Il faut avoir une contraception bien efficace pendant le traitement parce que si on venait à tomber enceinte, l'enfant serait automatiquement mal formé. Mais une fois qu'on a pris le dernier comprimé d'isotrétinoïne, pendant combien de temps faut-il continuer sa contraception efficace? Et donc, au bout de combien de temps fait-on le dernier test de grossesse pour pouvoir dire c'est bon, là, on peut arrêter sa contraception, envisager d'avoir un enfant, etc. Donc, tous les mois pour délivrance du traitement, oui. Et donc, une fois que j'ai pris Ah, 3 là, mois, j'ai quelqu'un non. qui répond 3 mois, Non, 6 6 mois, mois. 3 mois, non, non, non. Un mois, bien, Jonathan PL. Un mois. Ah, 1 mois, 4 semaines après la prise du dernier comprimé, il faut refaire une prise de sang, test de grossesse. Et puis, si on souhaite arrêter sa contraception après, c'est possible. Et non, Elise nous dit encore 120. Non, 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 j'adore. c'est 1 mois. Et alors, je vois passer 1 mois et demi. Autrefois, là, jusqu'à il y a quelques années, c'était 5 semaines après l'arrêt du traitement. Et maintenant, c'est passé à 4 semaines. Donc, c'est 1 mois. Très Voilà. bien. Et pour ceux qui se poseraient la question, il y a d'autres dérivés de la vitamine A pour lesquels il faut garder une contraception efficace 2 ans après l'arrêt du traitement. Ah ouais. Donc c'est des médicaments qui sont vraiment pas destinés aux jeunes femmes qui ont un projet de Ouais, grossesse proche. média. Voilà, Très bien. Très intéressant. voilà. Voilà. Et bien, du coup, moi, j'ai ma toute dernière question, si je ne m'abuse. Alors, là, on va voir les personnes qui nous suivent un peu justement sur nos différents réseaux avec Audrey. On a fait une émission en commun avec Dr Good l'hebdo. Quel était le thème de cette émission dans laquelle on participe toutes les deux? Pour le moment, je vous donne pas les deux choix multiples. J'attends de voir si vous arrivez à répondre et après, je vous donnerai différents thèmes. Voilà, on a fait une émission ensemble, donc avec Dr Good l'hebdo. Et il y avait un grand thème à cette émission. Donc, Dr Good l'hebdo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et sinon, vous avez la page Instagram de Dr Good. Non, je ne Brossez sais les rien. dents. Mamie Non. Feuillage va trouver. Mais oui, mais elle est trop forte. Je suis sûre qu'elle va trouver. Je suis sûre qu'elle va trouver. Alors, Allez, vous avez quand même regardé de quoi on parlait dans cette émission. Quel est le point commun? Pour vous donner un indice, l'autre invité, enfin l'autre chroniqueur, pardon, le premier chroniqueur de cette émission, c'était Myriam, notre amie Myriam qui est diététicienne. Tout le monde dit allez, grand-mère Feuillage, à toi l'honneur. allez. Dermatose. Non, c'était pas sur les dermatoses. John 131. Non. Alors, Franchement, je vous ai donné, j'ai mimé un maximum là.
My diète. Bah oui, Myriam, tu es là, donc toi, tu sais. Ah, alors, bah, Donc, on a Donat Pell qui dit la nourriture. On valide? ouh, allez, on valide. Allez, on va valider. L'alimentation, tout à fait. Tout à fait. Alors, ouais, c'est ça. C'était sur Bravo. l'alimentation. Donc, bah, il y a Myriam qui parlait d'alimentation avec toutes ses connaissances de diététique et notamment comment manger équilibré sans faire de régime restrictif. Toi, Audrey, c'était du coup les bienfaits de l'alimentation sur le... Alimentation. Oui, voilà, alimentation et acné, Ouais. alimentation et toxines pour la peau, oui. Voilà. Et moi, du coup, je parlais d'alimentation et grossesse, toutes les idées reçues qu'on peut avoir là-dessus. Et bien, du coup, grâce à cette dernière question, on a Paul Apothéol qui a rattrapé Grand-mère Feuillage. Donc, on a donc une Voilà. égalité. Écoute, Grand-mère Feuillage, tu arrives après le combat, tout le monde, tout le monde t'a appelé. Mais voilà. Bah, c'est super. On a Ah, deux ex aequo. tout à Bravo. fait. Super. Bravo, bravo. Et ben, on est parfait. On va pouvoir juste prendre le temps de se... Où trouver l'émission sur la page Sur YouTube. de Sur Docteur. YouTube, Dr Good. C'est ça. Vous écrivez Docteur DR. Ouais. Good comme good. Et bien Super. voilà, bah, c'est comme ça que c'est sur cette dernière question que s'achève notre live. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Audrey? Ben, juste merci Charline, merci à toutes les personnes qui sont passées sur le live, merci à Grand-mère Feuillage et John ATPL Bravo et à tous ceux qui ont participé. Merci John 131, voilà, tout le monde parce que c'était vraiment un bon moment et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça bientôt, de se revoir et tout ça. Tout à fait. Merci à toi, Audrey. Merci à chacun. Franchement, c'est trop bien de faire des lives avec vous et de voilà, pouvoir partager un peu en D'échanger. direct. Et voilà, du coup, c'est juste trop chouette que vous soyez au rendez-vous parce que sinon, on se marrerait vachement moins. Donc voilà, donc merci beaucoup pour cette soirée. Du coup, vous retrouverez le live en replay si jamais vous avez Sur envie de... IGTV et sur À YouTube nouveau. pour moi. Exactement. Et bah du coup, on se À dit à très bientôt. bientôt. Allez, gros bisous, bonne soirée. Bisous. Ciao.